Et on va en même temps enchaîner avec notre premier panel de la journée qui mettra certainement en exergue encore une fois les opportunités de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs, les potentiels investisseurs comme nos amis de la Tunisie. Côte d'Ivoire, terre d'opportunités pour les investisseurs. Quelles sont les dynamiques et les politiques mises en place? Je vais appeler pour ce premier panel et cette première édition la première dame, deux dames, ouais. Madame Théobo Gladys Allo, qui nous vient du CPC. On va l'applaudir s'il vous plaît. Elle est experte chargée de la Delivery Unite au sein du Centre de promotion de l'investissement de Côte d'Ivoire. Vous allez vous installer là. Appelez également notre dame, professeure Bernadette Cassi, qui est la directrice de la direction de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, qui est une direction rattachée au ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle va s'installer là, ici, voilà. Et juste au milieu, on va installer le secrétaire général du comité de pilotage des partenariats publics-privés, M. Omar Kone. Voilà, qui sera au milieu de deux dames. Vous allez vous installer tout doucement. Ce panel sera modéré par un expert en investissement, un auditeur financier qui également travaille dans un organisme ministériel, gouvernemental, dans la personne de Jean-Claude Bonta. Nous allons donner l'applaudir. Il va s'installer. On va tester les micros ensemble. On est bon? Vous avez combien de micros là? Et donc, vous aurez une heure pour échanger. Et juste après, on va permettre à nos visiteurs et amis, voilà, à l'auditoire de poser des questions. Donc, en 1h30, on démarre là, ce timing pour voir finir le panel. Bon panel à vous. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors, je suis très honoré d'être présent ici. L'investissement, c'est une notion très importante pour le développement d'un pays. Et je suis fier et très heureux d'être parmi vous. Je voudrais aussi dire merci à nos panélistes, mesdames, messieurs, et ainsi à tout l'auditoire. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais laisser le soin à nos panélistes eux-mêmes de se présenter et puis de nous donner une petite impression de la thématique. La thématique, elle est la suivante: Côte d'Ivoire, terre d'opportunités pour les investisseurs, dynamique et politique. Donc, nous allons laisser le soin à nos panélistes de se présenter, en commençant par Madame du CPC, ensuite au professeur Cassi, ainsi que le CNPP, et de nous dire de façon générale quelles sont leurs premières impressions pour ce salon et leurs premières impressions sur cette thématique. Merci. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités, c'est un réel plaisir d'être là. Je suis Théobo Gladys Allo, je suis le CPC, qui est le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, donc qui est l'agence gouvernementale mandatée d'appuyer le gouvernement dans la stratégie d'attraction des investissements. Créé en 1993 et restructuré en 2021, si je ne me trompe pas. 2012, pardon, c'était restructuré et depuis 2021, nous avons un dirigeant qui est une femme, Madame Solange Avichia, très dynamique, et donc autour de laquelle nous réunissons nos efforts afin de pouvoir vous accompagner dans votre démarche et aussi dans vos projets d'investissement. Et mon impression de ce
que certains des projets que nous mentionnerons sont des projets qui peuvent vous sembler costauds. Donc on ne va pas rentrer sur, on va pas forcément élaborer sur les montants d'investissement, mais il faut savoir qu'on commence petit et on grandit. Donc il faudrait avoir ça en perspective. D'accord, on va commencer petit et grandir. Donc voilà un peu pour ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Allô. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte d'échanger avec les uns et les autres sur cette thématique et la Côte d'Ivoire, terre d'opportunité en termes d'investissement. Je suis professeure Bernadette Kassi. Je suis la directrice de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, qui est une direction centrale rattachée au cabinet du ministère du Commerce et de l'Industrie. En fait, c'est une direction qui existe depuis l'année dernière, 2023. Elle est la résultante de la contraction de l'ancien ministère qui était en charge de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé. Alors, nos missions sont globalement de faire la promotion de l'investissement, que ce soit un investissement étranger ou un investissement à l'échelle nationale, donc un investissement national, mais aussi de réfléchir à des réformes, de proposer des stratégies sectorielles ou nationales en termes de développement du secteur privé et d'investissement privé. En ce qui concerne le salon, je dois avouer que je suis très heureuse de la tenue de la première édition de ce salon d'investissement dédié à la femme et aux jeunes. Nous avons été, et je pense que c'est l'aboutissement d'un parcours qui a débuté depuis l'année dernière, en 2023. La commissaire générale et son équipe nous avaient approchés en tant que structure institutionnelle non gouvernementale pour parler de leur projet. Et tout de suite, nous avons adhéré à l'idée parce qu'on jugeait aussi qu'il était nécessaire de susciter plus d'adhésion au sein de la jeunesse ivoirienne, des femmes à l'investissement. Dans l'imaginaire ivoirien, il y a comme une sorte de corrélation entre l'entrepreneuriat, entreprendre et investir, alors qu'il y a une différence entre les deux. Investir, c'est vraiment s'attendre à une transformation et pouvoir retirer des dividendes du capital qu'on place au sein d'une activité. Et c'est vraiment très important que les jeunes et les femmes puissent, ou celles qui le font déjà, ou ceux qui le font déjà, puissent continuer, renforcer cette dynamique, mais surtout susciter de nouvelles initiatives au sein de la jeunesse en matière d'investissement. La présidente de RETASI l'a dit, elles ont commencé tout petit, mais il y a, on va le voir tout à l'heure, il y a vraiment de nombreuses opportunités en termes d'investissement que les Ivoiriens, les jeunes, les femmes peuvent saisir de façon à s'inscrire eux aussi dans la chaîne des valeurs de notre développement économique. Alors, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Je m'appelle Koné Ouma, je suis le secrétaire général du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, en abrégé CNP-PPP. Le CNP-PPP a été créé par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour mettre un outil à la disposition du public, mais également des investisseurs, pour pouvoir structurer les contrats. Notre mission consiste à assister les contractants. Par contractant, il faut attendre à la fois les investisseurs, mais également l'État. On accompagne les parties en leur proposant des contrats qui sont très bien structurés, qui protègent les intérêts des uns et des autres. On a été créé en 2012. En 2012, nous sommes rattachés à la présidence de la République. Et donc, le président de la République a voulu que cet outil-là soit auprès de lui pour pouvoir inciter à l'investissement. Quels sont mes sentiments sur le salon? Moi, je pense que qui dit salon dit lieu de rencontre. Lieu de rencontre, c'est un lieu où les investisseurs sont là et il y a l'État, les organes de l'État aussi sont là. Et c'est un lieu d'échange d'informations. Parce que souvent, on est surpris de savoir que l'État fait beaucoup de choses, mais malheureusement, souvent, il y a un problème de transmission de l'information. Et donc, ce salon est le bienvenu, c'est un lieu de rencontre, d'échange. Les
ça sera l'occasion pour l'État de dire aux investisseurs tout ce qui a été fait pour les inciter et ça peut également être un lieu d'échange entre les investisseurs, ça peut être un lieu de rencontre. Notre ami Tunisien nous a dit tout à l'heure qu'il espère avoir des partenaires, etc., etc. En tout cas, c'est très bien venu. Voilà pourquoi nous soutenons, nous, au niveau du comité national du partenariat public-privé, nous avons tout de suite marqué notre volonté de venir. C'est le président lui-même qui devait animer ce panel-là, mais malheureusement, une contrainte de dernière heure l'en a empêché, donc il m'a demandé de venir. Très bien, très bien. En tout cas, merci bien à vous. C'est clair que le décor est monté. Nos panélistes sont très heureux d'être parmi nous et l'auditoire espère aussi être suffisamment édifié par nos panélistes. Alors, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des pays les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, avec une croissance économique soutenue, un environnement politique stable et des réformes structurelles en cours. Notre pays se positionne comme une destination attractive pour les investisseurs grâce aux initiatives gouvernementales, ses partenariats publics-privés et son potentiel économique dans divers secteurs. Cependant, il y a encore des défis à relever pour maximiser son activité et faciliter les investissements. Les réformes administratives, la transparence dans les PPP, la compétitivité de sa main-d'œuvre et l'optimisation des secteurs clés de son économie sont autant de domaines qui nécessitent une attention particulière. Donc, ce panel se propose donc de discuter des solutions potentielles et des stratégies pour transformer ces défis-là en opportunités. Et pour cela, nous avons quelques questions pour nos panélistes et ensuite, comme l'a dit le MC, nous passerons la parole pour une série de questions aussi pour notre public. Alors, ceci étant, ma première question s'adressera à Madame la directrice de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, acteur institutionnel. Comme je l'ai mentionné tantôt, Madame, plusieurs réformes, la Côte d'Ivoire fait beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces réformes, une sorte de cartographie de ces réformes, en tout cas les principales, pour que notre public soit ait connaissance aussi de cela? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, qui est vraiment essentielle, le secrétaire général du CNPP le disait tout à l'heure, il y a de nombreuses mesures qui sont prises par les autorités, mais elles sont méconnues, faute de communication adéquate à cet égard. Alors, je voudrais rappeler deux chiffres. Le premier, c'est celui qui a été communiqué par la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui disait à la fin, dans son rapport 2023 sur l'investissement dans le monde, que la Côte d'Ivoire, par exemple, avait pu attirer environ 2 milliards de dollars en investissement pour l'année 2022, comparativement à 1,5 milliard en 2012. Donc on voit l'évolution, la progression en termes d'intention ou même d'investissement réel en Côte d'Ivoire. Ce qui m'amène à dire que la Côte d'Ivoire attire les investisseurs. Pourquoi attire-t-elle les investisseurs? Parce qu'il y a un environnement qui est favorable à ce que les investisseurs puissent venir. Et parmi cet environnement favorable, il y a les réformes qui ont été adoptées. Certaines sont mises en œuvre effectivement, il y en a d'autres qui tardent un peu à être mises en œuvre concrètement, et je vais vous rappeler les principales. Nous avons d'abord l'adoption d'un code des investissements, je pense en 2012, et qui a été modifié en 2019. Il y a une ordonnance qui a été prise pour s'aligner sur les meilleures pratiques dans le monde en termes de code d'investissement, qui permet d'offrir des avantages aux investisseurs potentiels. J'en dirai pas plus, je laisserai
ma collègue aller un peu plus en profondeur sur le code d'investissement. À côté de ce code, il y a eu également la restructuration de plusieurs agences gouvernementales qui viennent en appui aux PME, aux entreprises. Je citerai pêle-mêle le guichet unique du commerce extérieur qui a permis de dématérialiser, donc de rendre électronique toutes les démarches que les opérateurs économiques doivent mener lorsqu'ils doivent exporter ou même importer des produits dans le cadre de leurs activités économiques. Alors c'est vraiment un grand pas. Ce guichet-là avait était géré en concession, donc l'État de Côte d'Ivoire avait confié la gestion à une entreprise privée, mais depuis l'année dernière, depuis 2023, c'est une société totalement nationale, donc publique, qui est gérée par un conseil d'administration qui est ivoirien. Donc leur rôle est vraiment très important parce que l'une des préoccupations des opérateurs économiques, c'est vraiment la diversité des démarches et la lenteur des démarches dans le cadre de l'exécution de leur activité économique. Ensuite, il y a eu aussi la restructuration. Avant, on avait l'agence Côte d'Ivoire PME. Ça a été restructuré. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le guichet unique de développement des PME, qui a deux filiales. La première, c'est Côte d'Ivoire PME, qui offre un service d'accompagnement aux PME. Qui dit PME dit aussi les petites entreprises, mais qui portent à leur connaissance tous les programmes qui sont disponibles pour les appuyer, pour les accompagner dans l'exercice de leur activité économique. Et également, la deuxième filiale, c'est la société de garantie des PME, parce que le secteur privé a exprimé une certaine préoccupation que l'État de Côte d'Ivoire a essayé de satisfaire. En l'occurrence, les difficultés d'accès au financement pour les PME, les petites entreprises, les entrepreneurs. Alors, auprès des institutions bancaires conventionnelles, il y a une série de critères qui est exigé des promoteurs d'entreprises ou des opérateurs économiques que certaines PME ne peuvent pas remplir, d'où la difficulté dans l'accès au financement. Donc avec la société de garantie, l'État se porte garant auprès des institutions financières, auprès des institutions bancaires conventionnelles, pour que les PME puissent emprunter pour leur expansion, pour leur développement. Alors, c'est l'une des réformes aussi de restructuration d'agences gouvernementales pour aider les acteurs de l'écosystème du secteur privé. Comme autre structure existante pour aider les PME et les petites entreprises, je peux parler de l'INIE, qui est l'Institut ivoirien de l'entreprise, qui existe certes depuis les années 80, mais qui a dû ajuster son offre d'accompagnement. Ce qui est intéressant avec l'INIE, c'est qu'ils accompagnent les opérateurs économiques, surtout les jeunes entrepreneurs, à partir même de l'idée. Donc, ils partent de l'idéation jusqu'à la concrétisation qui est la création de l'entreprise. Donc, ils accompagnent les jeunes qui viennent les trouver, qui disent bon, je pense que je pourrais créer une entreprise dans tel secteur, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ai aucune information sur le marché dans ce secteur. Donc, les services de l'INIE vont accompagner ce jeune-là, l'aider à traduire en plan d'affaires les idées qui bouillonnent dans son esprit. Alors, aux côtés de Côte d'Ivoire PME qui accompagne les PME, l'INIE, elle, vraiment joue le rôle d'incubateur, aussi si je puis utiliser ce terme-là, pour aider les jeunes qui ont des idées mais qui ne savent pas comment s'y prendre, comment concrétiser leur rêve d'être opérateur. À côté de ces réformes de structure institutionnelle, je dirais, d'accompagnement des acteurs du secteur privé, on note aussi la création de structures juridiques. Il y a eu la création du tribunal du commerce d'Abidjan, qui a joué un rôle important dans le traitement des griefs commerciaux, des griefs économiques, en
faisant gagner du temps aux opérateurs dans l'exécution de leurs opérations économiques. Donc c'était un grand pas également dans l'amélioration du climat des affaires. Alors c'est vraiment je dirais les grandes réformes que je pourrais évoquer ici, sans oublier les différents codes sectoriels, le code minier, le code pétrolier, toutes des mesures pour encourager encore plus d'investissement dans ces différents secteurs de l'activité économique. Très bien, merci bien madame. Là, vraiment, c'est très intéressant. On comprend bien pourquoi, effectivement, le taux d'investissement en termes d'attraction du pays a connu une très bonne valeur ajoutée depuis 2012. Et l'un des éléments clés, je pense que vous en avez parlé, du coût d'investissement. Je voudrais peut-être passer la parole au CPC pour quelques éléments un peu plus détaillés afin que notre public en soit un peu identifié. Merci bien. Je souhaiterais aussi rajouter aux réformes qui ont été faites la mise en place du guichet unique de formalité des entreprises, donc, qui est au sein du CPC en 2012. C'est un guichet unique donc, qui permet à tout entrepreneur, toute entreprise de créer légalement une entreprise et d'exercer en Côte d'Ivoire. Et les réformes qui ont été mises en place, bien sûr que nous débutons depuis 2012 sous Doing Business. Maintenant, nous sommes en train de vouloir s'aligner sur les indicateurs Be Ready, et je me souviens. Et nous sommes allés en fait de procédures qui prenaient tellement longtemps pour une entreprise à être créée et c'était frustrant pour les investisseurs, à aujourd'hui pouvoir vous produire vos documents en un temps un peu plus record qu'avant. Bien sûr, je sais que beaucoup ont rencontré des frustrations, soit directement ou ont entendu des retours concernant le guichet. Nous faisons des efforts à ce niveau parce que nous sommes souvent aussi confrontés à des problèmes technologiques, mais aujourd'hui nous avons réduit à 3,4 jours. Donc nous avons accéléré nous avons accéléré les délais surtout de gestion et les délais de procédure concernant la création d'entreprise. Nous avons aussi levé l'exigence du capital minimum aussi pour créer une entreprise, donc qui était un frein pour beaucoup d'entrepreneurs. Et nous sommes aussi disposés à pouvoir vous accompagner individuellement et directement quand vous vous rendez au guichet unique à Cocody. Avec tous les documents, il y a des équipes sur place à vous accompagner, vous aider à renseigner ces documents. Parce que beaucoup de fois, on vous enverra sur notre site web, qui a fait partie des réformes, avoir un site web dans la démarche de dématérialisation, un site web au travers duquel vous pouvez aussi téléverser tous les documents exigés pour la création d'entreprise. Mais si vous avez des difficultés à même les renseigner, les équipes sont sur place pour vous y aider. Donc ça, c'était pour les questions de réforme. Concernant le code d'investissement, il est vraiment venu pour inciter l'entrepreneur, l'investisseur à s'inscrire dans l'industrialisation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut être industrialisée. Donc, il y a les 7 secteurs prioritaires qui sont couverts par le code d'investissement, notamment, je cite l'agro-industrie, l'automobile, le textile, pharmacie, chimie, plasturgie, les emballages plastiques. Et ce sont des secteurs qui sont ciblés tout simplement parce qu'il y a un besoin qui est identifié pour que notre économie soit une économie suffisante et que nous puissions aussi, au travers de ce code, inciter les investisseurs. Donc, ce sont des incitations.
Pour pouvoir bénéficier du code d'investissement, il y a un seuil. Les montants, n'en ayez pas peur. Je dirais pour une grande entreprise, on a 200 millions de francs CFA, pour une petite entreprise, 50 millions. Mais à ces montants-là, vous bénéficiez uniquement d'exonération des taxes, de la TVA et aussi des taxes liées aux importations dans votre phase d'implantation. Mais quand vous créez une entreprise donc, sous le régime de déclaration uniquement, non pas le régime d'agrément, il n'y a pas de seuil. Donc, toute personne qui crée une entreprise pourra bénéficier des autres avantages que je vous présenterai, notamment des vacances fiscales supérieures de 2 années. Vous n'aurez pas de problème, vous n'allez pas devoir vous soucier de payer les taxes. Vous aurez aussi des crédits. Voilà. Et il faut aussi noter que c'est aussi lié à des zones. La zone A est une zone, donc Abidjan, zone B, chef-lieu, Benoît et Grand Bassin, et la zone C, toutes les autres villes. Les avantages sur ces autres zones-là sont plus intéressants, donc à 15 ans pour la zone C, 10 ans zone B et 5 ans zone A. Pourquoi? Parce que l'État veut inciter à développer les autres régions de la Côte d'Ivoire, parce que nous nous retrouvons à avoir une trop grande concentration des industries et des entreprises installées en Côte d'Ivoire, pendant que nous avons d'autres régions qui ont essentiellement besoin d'être développées également, d'où l'incitation sur 15 ans pour quelqu'un qui irait en zone C, par exemple. Voilà, donc les incitations sont vraiment dans une vision globale de l'État. Et donc nous avons aussi l'agropole. Donc en fonction de certaines zones, il y a des projets spécifiques à ces zones-là, fonction des atouts de la région, donc que ce soit des besoins en chambre froide, parce que nous nous retrouvons à avoir des récoltes qui, pour une bonne partie, au moins 30-50% de nos récoltes qui pourrissent, tout simplement parce que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour les conserver. Les chambres froides, les entrepôts, les unités de séchage, par exemple, sont des projets intéressants dont j'y viendrai. Donc pour le code d'investissement, il faut surtout retenir qu'en fonction de la zone, donc ce sera en fonction de la taille de l'entreprise, de la zone où vous serez en train d'exercer, zone A, zone B, zone C, d'accord? Il y a aussi des avantages à employer local, parce qu'il y a des investisseurs donc, qui viendront, des investisseurs étrangers, mais ils sont incités à embaucher des Ivoiriens dans leurs entreprises et bénéficieront de 2% sur les, 2%, je crois que c'est pour 6 ans, à peu près 80%, mais je reviendrai sur les normes, au moins du staff qui est local. Donc il y a une incitation à embaucher localement pour les entreprises, surtout étrangères, parce qu'il y a le code de local content qui est pris en compte. Donc, voici ce que je peux dire pour l'instant. En fonction des questions, on pourra creuser un peu plus. Voilà, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Je voudrais encore m'attarder un peu sur la question des réformes parce que, comme on le dit, Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. C'est très intéressant et c'est très important que les uns et les autres soient suffisamment sensibilisés sur les efforts que l'État fait et que on puisse savoir déjà ce qui est fait, mais aussi éventuellement des réflexions qui sont en cours. Et je voudrais sur ça peut-être me tourner encore vers la directrice de la promotion. Au niveau institutionnel, est-ce qu'il y a quand même au niveau du ministère des réflexions pour encore inciter davantage l'investissement privé? Oui, vous savez, il faut toujours rester en constante réflexion pour améliorer ce qui existe déjà et pouvoir proposer dans une approche prospective de nouvelles réformes. La Côte d'Ivoire étant considérée à raison comme la locomotive de la zone du mois par exemple, donc nous devons toujours
constamment chercher à nous améliorer. Donc, en ces termes-là, au ministère du Commerce, nous sommes en train de réfléchir à une réforme qui concerne le contenu local. Tout à l'heure, ma collègue du CPC en parlait. Dans le code de l'investissement, c'est vrai, il y a un article qui fait référence à la possibilité ou à la nécessité d'intégrer du contenu local, que ce soit les compétences locales en matière de ressources humaines ou comment je pourrais dire, d'intégration des PME dans la chaîne de valeur. Donc, on fait référence à la sous-traitance. Lorsqu'une grande entreprise, un grand investisseur, je donne un exemple, veut mettre sur pied une entreprise de transformation de l'ananas dans la zone de Beaunois en produits finis, il peut s'appuyer sur des PME qui sont dans la région, qui pourraient, par exemple, se charger de la cueillette des fruits, de la mise, comment je pourrais dire, le pelage de ces fruits-là pour les préparer au séchage. Alors, au lieu de le faire de but en blanc par des ressources humaines importées, on pourrait s'appuyer sur des PME locales ivoiriennes qui pourraient s'inscrire dans cette chaîne de valeur. Donc l'esprit du contenu local, c'est vraiment cela. Et donc la réflexion qui est en cours en ce moment, il y a une étude qui est menée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale sous l'instigation du ministère du Commerce et de l'Industrie à travers sa direction de la promotion d'investissement et développement du secteur privé. Donc cette étude a été lancée le 1er août dernier en présence du ministre du Commerce lui-même. Les objectifs, c'est de pouvoir analyser, faire un état des lieux auprès des acteurs du secteur privé aussi, de l'administration publique, afin de faire des recommandations au gouvernement qui puissent intégrer le contenu local imposé. Ce qu'on a dans le code des investissements aujourd'hui, on trouve que ça ne va pas assez loin. Il faudrait qu'on puisse davantage susciter le transfert de technologies. Lorsque les investisseurs viennent s'installer en Côte d'Ivoire et qui profitent des avantages qui sont offerts par le code d'investissement, il serait bien qu'ils puissent intégrer les PME locales pour qu'elles puissent apprendre de ces grandes industrielles-là, de façon à ce qu'elles puissent elles-mêmes suivre. Autrement, c'est difficile, ces PME, d'obtenir des marchés, vu l'absence de technologie, vu l'absence de compétences dans ce domaine-là. On tend vers l'industrialisation, et qui dit industrialisation dit compétences technologiques, dit ressources humaines capables d'assurer cette activité économique-là. Donc c'est l'une des réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. La deuxième réforme, c'est vraiment de pouvoir mettre sur pied un cadre stratégique national de l'investissement privé. Comme on l'a dit, le représentant du ministre l'a rappelé, je l'ai aussi mentionné, aux côtés de ma collègue du CPC, il y a de nombreuses initiatives que le gouvernement met en place pour améliorer le climat des affaires, pour soutenir les investisseurs déjà et pour attirer de nouveaux investisseurs. Mais contrairement à d'autres pays africains, de la sous-région d'ailleurs, nous n'avons pas un document référentiel qui contient les grandes orientations de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement privé, qui tiennent compte de tous les aspects d'infrastructures économiques, les aspects de capital humain, les aspects de gouvernance, les aspects des accords commerciaux, les aspects de promotion et de facilitation de l'investissement. Ce sont des initiatives, la plupart d'entre elles existent déjà, mais il manque ce cadre général, je dirais, préférentiel qui pourrait faire de la Côte d'Ivoire ou donner à la Côte d'Ivoire la stature qu'elle mérite en termes de poids économique dans la sous-région. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Oui, je souhaiterais, sur la même lancée que ma collègue, les réflexions qui ont été faites ont mené donc à l'élaboration du code d'investissement. Donc j'ai mentionné les 2% de crédit d'impôt additionnel pour les personnes qui embaucheraient au moins 80% de leur effectif localement, mais il y a aussi 2% pour des personnes
des sous-traitants. Parce qu'il y a ce tissu d'entreprises plus petites, mais qui ont besoin de travailler avec des grosses entreprises pour gagner en expertise. Et ce code-là prend ça en compte. Donc les grosses entreprises qui viennent s'installer ont 2% de crédit d'impôt quand elles sous-traitent avec les entreprises locales à hauteur de 25% minimum. Mais il y a aussi l'actionnariat. Et pour moi, c'est un point important, l'actionnariat, parce que comme disait ma collègue, on doit pousser un peu plus loin. Parce que nous avons des champions nationaux que nous voulons construire et ils ne se construisent pas tout seuls. Ils ne se construisent pas tout seuls. Et il y a 2% additionnels de crédit d'impôt pour toute entreprise qui aura au moins 34% minimum d'actionnaires locaux. Voilà, ce n'est pas encore une obligation comme certains pays qui l'ont obligatoire, mais au moins il y a une incitation de 2% en crédit d'impôt pour toute entreprise qui ouvre son capital à des locaux. Merci beaucoup. Donc, c'est clair que ces réformes de la Côte d'Ivoire sont très intéressantes au niveau du code, au niveau du cadre institutionnel des PME, au niveau juridique et autres. Ça, c'est très, très intéressant. On va essayer de passer à un autre registre, parler un peu PPP. Alors, on voudrait savoir un peu c'est quoi PPP et l'autre question, comment on peut optimiser les PPP. Ok. C'est quoi un contrat PPP? Je vais tenter de donner une définition qui va s'appuyer sur des exemples concrets parce que la définition peut rester très théorique. Un contrat de partenariat public-privé, c'est un contrat dans lequel, comme son nom l'indique, il y a deux parties, il y a l'État et un privé. Ça, c'est fondamental. Pour que le contrat soit PPP, il faut qu'il y ait une partie publique et une partie privée. Dans la partie publique, on pense au ministère, ça peut être un ministère, ça peut être une société d'État, ou ça peut être une collectivité territoriale. En Côte d'Ivoire, quand on parle de collectivité territoriale, on pense aux mairies et aux conseils régionaux. Récemment, nous avons fait un marché en PPP pour la commune d'Amou. Et donc, dans le PPP, l'État va confier à un privé une mission globale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs missions, ce n'est pas qu'une seule mission. L'opérateur va se charger de ce qu'on appelle, il va trouver le financement. L'opérateur va trouver le financement, l'opérateur va faire la conception du projet, l'opérateur va réaliser le projet, l'opérateur va exploiter le projet et l'opérateur va maintenir le projet. Ouais. Il faut que toutes ces cases-là puissent être cochées pour que le projet apparaisse comme un PPP. Traditionnellement, on oppose le PPP au marché public. Parce que quand l'État veut avoir un service, l'État peut passer soit par les marchés publics, soit par les PPP. Et l'exemple que je peux prendre, l'État veut faire un pont. L'État veut faire un pont entre Cocody et Makori. L'État fait un pont entre Cocody et Makori. L'État décide de confier la conception, la réalisation, le financement de ce pont à un opérateur privé. Ça va donner le troisième pont, le pont Henri Konaté, Socoprim. Et donc, dans ce contrat PPP-là, Socoprim a eu à la fois la mission de financer la réalisation, de faire la conception, de l'entretenir, et Socoprim fait l'exploitation. La preuve, chaque fois que nous passons sur ce point-là, nous payons 500 francs. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que Socoprim va avoir son retour sur investissement. Et en marché public, je peux prendre l'exemple du pont Ado, par exemple. Quand l'État a voulu faire un pont entre Cocody et le plateau, et que l'État avait suffisamment d'argent pour pouvoir faire le pont sans recourir à un privé, l'État a décidé de le faire en marché public. Et l'État a construit ce pont. Quand on passe sur ce pont, l'entreprise chinoise qui a réalisé ce pont est partie, on ne paye pas de vue. Voilà. Et donc, pour pouvoir bien comprendre les PPP, il ne faut pas perdre de vue que les PPP sont un contrat global, contrairement au marché public. Généralement, les PPP sont des contrats de longue durée. Le PPP le moins court qu'on a eu à faire,
PPP qui a duré 7 ans. C'est pour faire la 4 CNU. J'imagine que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont les 4 CNU. Ça a été fait par un PPP. C'était le plus court, 7 ans. Il y a le PPP de 99 ans. Il y a le PPP de... Si vous allez au plateau, ceux qui connaissent la place Sorbonne, il y a une bibliothèque qu'on est en train de construire. C'est une bibliothèque, on appelle ça la BRA, la bibliothèque de la Renaissance africaine. Et donc, ça a été fait par un privé. C'est un privé qui va construire cette bibliothèque-là et donner pour l'État. Il faut dire que les PPP sont partout. On ne prend pas en attention, mais les PPP sont partout. Nous, à la veille de la CAN, on a réfléchi et on s'est dit, mais tiens, prenons le parcours d'un supporter qui veut quitter un pays peut-être européen, venir regarder la CAN en Côte d'Ivoire. Et donc, essayons de voir à chaque fois qu'il aura fait un contrat PPP. Et donc, quand il va aller à l'ambassade, il va demander un visa. Le visa, c'est un contrat PPP. C'est-à-dire que le visa ivoirien, c'est un contrat PPP. Et donc, le passeport ivoirien, c'est un contrat PPP aussi. Pour faire le passeport, vous voyez, quand on fait le passeport, on va chez Snedaï. On va chez Snedaï pour faire le passeport. Et donc, c'est un contrat PPP. Et le voyageur va rentrer dans l'avion. Dans l'avion, le voyageur va se restaurer. C'est un contrat PPP. On a fait un contrat avec Sévère pour donner à manger là-dedans. Quand l'avion va atterrir à l'aéroport, alors là, il y a pas de 4-5 PPP à l'aéroport. Déjà, l'aéroport, c'est Aéria. L'État a concédé la gestion de l'aéroport à Aéria. Et il y a NAS, tous ceux qui vont manipuler les bagages. Derrière tout ça, il y a des contrats PPP. Il y a Sécuriport. Quand vous venez aujourd'hui, vous débarquez, il y a Sécuriport qui vient. C'est un PPP. Et quand vous allez sortir de l'aéroport, vous allez certainement passer devant le parc des expositions d'Abidjan. Le parc des expositions d'Abidjan, c'est un PPP. C'est nous qui avons fait le contrat. L'État a réalisé et l'État a confié à un opérateur. Vous allez passer par le troisième pont. J'ai dit tout à l'heure, c'est un PPP. Vous allez peut-être, si vous avez beaucoup d'argent, il ira à l'hôtel Ivoire. L'hôtel Ivoire, c'est un PPP. Le bâtiment appartient à l'État. L'État a confié la gestion au groupe Accor. Et donc, il y a l'électricité, la CU. C'est un contrat PPP. La Sodici, c'est un contrat PPP. Et même tous les déchets, les sociétés de ramassage que vous voyez à Abidjan aujourd'hui, Ecoti, Eco-Uni, c'est des contrats PPP. Si vous partez voir le centre d'enfouissement, la décharge d'enfouissement a été fermée. Et donc, l'activité a été transférée. Il y a un centre d'enfouissement moderne qui a été réalisé à Fossière, à 40 km d'Abidjan. C'était un PPP. Donc, bref, il y a des PPP à peu près partout. Vous allez au port et à l'aéroport, tout est PPP à l'aéroport. On va parler de TC1, de TC2, le terminal Mérimanier, etc., etc. Et donc, il y a des PPP partout. On doit retenir qu'on ne parle de PPP que lorsqu'il y a deux parties, un État, une partie publique et une partie privée. Et l'État confie une mission globale. Si vous venez pour réaliser un ouvrage, si vous voulez peut-être construire une université, un hôpital, sans l'exploiter, ça ne peut pas être un PPP. Parce que pour le PPP, il faut financer déjà. Dans le marché public, l'État va vous dire, bon, je veux construire un hôpital, je vous donne une avance de démarrage, si vous arrivez à tel point, je vous donne un peu d'argent, et puis à la fin, je vous règle une partie. Dans le PPP, ça ne sera pas comme ça, c'est vous qui allez faire le financement, et vous allez faire la maintenance, vous allez faire l'entretien, vous allez exploiter. Et on fait la distinction entre deux types de PPP. Il y a les PPP à paiement public. Dans les PPP à paiement public, c'est l'État qui va payer l'opérateur. Exemple, l'université de San Pedro. L'université de San Pedro est un PPP. L'État a demandé à l'opérateur privé de construire l'université. Et donc, à cet opérateur-là, l'État paye chaque trimestre un loyer. Ouais. Et donc, c'est un PPP. Nous, la Côte d'Ivoire a la particularité de faire des PPP dans tous les domaines. C'est l'instruction que nous, on a reçue. Quand un opérateur vient nous voir, nous, avec une idée, on essaie de voir, est-ce que l'idée peut être structurée en PPP? Si on voit que ça peut être structuré en PPP, quel que soit le domaine, nous, on l'accompagne. Ce n'est pas comme ça dans certains pays. Dans certains pays, les PPP, c'est que les ouvrages, c'est l'énergie et les routes. On ne fait pas des PPP, le passeport, le ramassage d'ordures, etc., etc. Mais la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité. La Côte d'Ivoire
d'Ivoire donne la possibilité à tout le monde de faire des PPP. Et l'un des derniers PPP qu'on a fait, c'est dans le sport. Dans le sport, vous allez voir très bientôt, il y a un grand club européen qui va venir entraîner des jeunes, qui va créer une école de foot, etc. etc. C'est-à-dire que nous, on fait des PPP dans tous les domaines. En Côte d'Ivoire, à cette particularité-là. Et les PPP en Côte d'Ivoire n'ont pas de durée maximale. Dans certains pays, il y a une durée qui est là. Nous, on nous dit, vous pouvez aller, vous n'avez pas de durée limitée. On essaie de voir l'investissement que l'opérateur va réaliser et combien de temps il va prendre pour pouvoir amortir, etc. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup du coût de l'investissement. À côté du coût de l'investissement, dans les PPP, l'État peut donner aussi des avantages. Ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Parce que dans les PPP, généralement, des PPP à paiement public, on peut réfléchir, voir est-ce qu'il ne faut pas, en plus de ce que le droit commun, le code de l'investissement donne à l'investisseur, est-ce qu'il ne peut pas faire davantage? On essaie de voir. Et si le ministre de la commande publique est d'accord, il peut signer le contrat, dire qu'à cet opérateur-là, dans le cadre de la réalisation de ce projet, on va les donner. Et donc, peut-être que pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a une soixantaine de contrats PPP. Il y a 7 000 milliards d'investissements. 7 000 milliards d'investissements dans le cadre des contrats PPP. Voici rapidement quelques mots que je voulais. Merci bien, merci. C'est aussi ça le sens de ce salon-là, de couvrir de nouvelles choses. Là, vous nous envoyez dire que le pays est suffisamment présenté au PPP, mais comme nous avons aussi des investisseurs qui pourraient être intéressés, c'est quand même bon de poser une petite question en ajout. C'est de savoir est-ce qu'on a des secteurs prioritaires pour le développement des futurs PPP. Ok. Comme je disais dans nos propos, nous, l'orientation qu'on a réussi, c'est qu'on peut faire des PPP dans tous les domaines. Et donc, ce qu'on fait chaque année, on fait une revue du portefeuille. On a des portefeuilles qui sont là. On a une revue du portefeuille. Peut-être qu'après, je vais mettre ça à la disposition du comité d'organisation qui pourra les transmettre à ceux qui le voudront. Et donc, chaque année, on fait la revue du portefeuille. Cette revue du portefeuille va consister à avoir une série d'entretiens avec tous les ministères. Et c'est à cette occasion que les ministères vont dire tiens, je veux faire un PPP. Voici une idée PPP qui est là. Et on va voir si on peut structurer un PPP. Si oui, on fait ce qu'on appelle une fiche projet. Une fiche projet qui existe et qu'on va actualiser chaque année. Et donc, on fait des PPP, on est ouvert à toute idée. Il ne faut pas se censurer. Si vous avez une idée et que vous pensez qu'on peut faire un PPP, vous pouvez nous voir. Si l'idée est bonne, on le fait. Mais traditionnellement, il faut dire qu'il y a certains secteurs qui sont des secteurs naturels des PPP. Si vous partez, comme je parlais du port, etc. Mais il y a des PPP partout. Celui qui est venu nous voir avec son idée de faire du PPP dans le sport, au départ, personne ne le prenait au sérieux, jusqu'à ce qu'il vienne nous voir. Nous lui avons dit, oui, c'est une bonne idée. Et on l'a aidé à structurer son projet et à avoir un contrat PPP que tous les ministères ont signé et qui va passer très bientôt au Conseil des ministres. Et peut-être grâce à ça, on aura des futurs droits, des futurs qui seront formés et donc, la Côte d'Ivoire, en tout cas, cette particularité. C'est l'orientation qu'on a reçue des autorités publiques de voir toute idée, de ne pas censurer l'idée, de prendre toutes les idées, de creuser. Il y a des idées qui ne passent pas. Souvent, il y a d'autres qui viennent avec des idées, on essaie de voir et on leur dit, mon cher ami, ton idée, on ne peut pas faire de PPP avec. On laisse tomber. On lui dit, va faire un marché public avec ça. D'accord, donc c'est très intéressant. Et comme nous sommes sur les secteurs, le CPC, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques secteurs clés qui permettent une meilleure opportunité d'investissement et qui créent des avantages aussi comparatifs pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, les secteurs, je les avais cités déjà. Nous avons l'agro-industrie, emballage, automobile, pharmacie,
plasturgie, textile également, mais nous avons aussi des niches, donc l'économie digitale et numérique, le tourisme et l'hôtellerie font partie des niches, et l'industrie créative. Donc je vais profiter de cette question pour aussi parler des projets tant qu'à faire. D'accord. Et déjà dire à l'audience que le site du CPC est très bien fourni en informations sur ces secteurs et les projets. Je vais déjà dire à l'audience jeune de ne pas être effrayée par les besoins et les montants, comme je disais plus tôt. Il faut noter que la Côte d'Ivoire est producteur, notre économie est basée sur l'agriculture depuis toujours, pratiquement depuis toujours. Et donc, nous sommes premiers, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, même la production de mangue. Je crois qu'on vient 4e position pour le caoutchouc, si je ne me trompe pas. Non, on est premier en caoutchouc, 4e position au coton. Pour toutes ces productions, il faut noter que le réel besoin aujourd'hui est la transformation. Voilà, nous ne pouvons plus maintenir une approche de juste vendre nos matières premières. Le besoin ici est d'inciter les jeunes et les femmes à s'inscrire dans la transformation. Donc je vous donnerai des montants au besoin, parce que nous avons de très gros besoins compte tenu des productions qui, pour la plupart, pourrissent, et donc il y a un besoin de les transformer. Pour le cacao, nous avons besoin de 2 millions de tonnes. Donc pour quelqu'un qui entend ça se dit waouh, attends, moi tout seul 2 millions de tonnes, c'est pas possible. Mais il faut juste savoir que ça, c'est les besoins qui sont exprimés sur le site du CPC, ce sont des besoins nationaux et que chacun peut venir prendre un bout de cette initiative et la porter au plus haut et au plus loin que l'entreprise le peut. Donc qui dit cacao dit quoi? Poudre de cacao, beurre de cacao, liqueur, je vois même la liqueur de cacao qui est faite aujourd'hui. Pour la nappe, je parle pareil. Vous avez les amandes qui peuvent être grillées, mais aussi il y a la pomme de cajou avec laquelle on peut faire des jus. J'ai même vu des confitures à base de pommes de cajou, et même la coque peut être aussi utilisée. Donc il faut noter que ces cultures-là, il faut vraiment les étudier et pas seulement se focaliser sur le fruit qui est consommé quotidiennement. Même les déchets agricoles sont aujourd'hui des richesses exploitables. Pareil pour les caoutchoucs, on a besoin d'aujourd'hui, si l'on pourrait installer des industries de production de pneus, mais ça peut-être c'est des projets un peu costauds pour nos jeunes pour l'instant. Ce que moi je veux vraiment inscrire dans l'esprit de la jeunesse et des femmes qui démarrent, c'est qu'on peut commencer petit. J'insiste vraiment sur ça parce que beaucoup ne démarrent pas parce qu'ils se disent que c'est trop grand pour moi. C'est pas vrai. Voilà, il faut avoir une vision et se préparer aujourd'hui pour pouvoir, d'ici 10-15 ans, pouvoir atteindre un certain niveau. Pareil pour le coton. On a mentionné Gonfreville, Boaké, dans le temps. Attends, nous sommes producteurs de coton. Il n'y a pas de raison que les vêtements coûtent cher. Moi, franchement, là, j'ouvre une parenthèse parce que ça me tient à cœur. Je ne comprends pas que l'on ait des uniformes aujourd'hui de sport en synthétique. On transpire. Le synthétique, ça ne respire pas. Et on produit du coton. Nos enfants portent du synthétique pour faire du sport. Donc, c'est important de vraiment tout mettre en œuvre pour que nous ayons de plus en plus d'industrie et de plus en plus de champions nationaux. Donc, rien que pour le coton, nous sommes à 350 000 tonnes de production à transformer. Donc, c'est costaud, mais c'est faisable. Et les initiatives sont en train d'être mises en place et améliorées. Les réflexions n'arrêtent pas. On a des agendas de réforme depuis 2012, mais il faut continuer d'ajuster, d'améliorer, de pousser plus loin, de sorte à ce que, in fine, à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire s'inscrit parmi les pays émergents, et ça c'est possible.
avec les salons tels que celui-ci et aussi plus d'événements parallèles pour préparer cette jeunesse. Parce qu'une chose est de vous faire part de projets, une autre est de vous préparer des entrepreneurs. C'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. Voilà un peu, on a des projets, les projets sont vastes. On a des projets de semences, on a besoin de semences améliorées, on a besoin de passer à une agriculture un peu plus mécanisée également. Il y a des projets dans la pêche. Donc des projets, il y en a tellement. Ce sont des choses pour lesquelles je peux élaborer peut-être après en one-on-one s'ils ont des besoins. Mais voilà, je crois que le message ici est qu'il faut vous préparer à vous structurer et avoir un mindset d'entrepreneur et pas des moindres, des entrepreneurs de pointe en qui on peut avoir confiance. Parce que quand le code propose 2% de crédit à une entreprise pour ouvrir son capital, elle veut avoir un associé digne de confiance. Donc le mindset, pour moi, j'aime bien profiter de cette plateforme-là pour vraiment envoyer un message très fort au mindset. Parce que on veut faire des affaires, mais si on n'est pas honnête, je suis désolée, on fait fuir les investisseurs. Ils veulent bien, mais ils n'ont juste personne en face. Donc cette jeunesse-là ne doit pas courir après l'argent aujourd'hui. Cette jeunesse doit investir en eux-mêmes, en leurs compétences surtout, parce que ce sont les compétences qui définissent la qualité des relations que j'ai avec les gens. Voilà, j'ai des ambitions, c'est vrai, mais ce sont mes compétences qui me positionneront mieux qu'une autre personne vis-à-vis d'un certain projet. Donc c'est vraiment ça, c'est ma petite parenthèse à moi, parce que je crois en cette jeunesse, il faut juste qu'elle soit préparée à faire face aux défis. Ouais. Merci. Tout ça, c'est très intéressant. Côte d'Ivoire, terre d'opportunités pour les investisseurs. Là, nous venons d'être édifiés sur les questions de réforme, sur les questions de PPP, sur les niches d'opportunités. Et j'avoue que, mais pour finir, comme vous avez le micro, je ne sais pas si vous l'avez déposé, il faut le répondre. Est-ce qu'au niveau du CPC, vous avez une stratégie en matière d'attraction est-ce que vous pouvez nous faire juste un encadré là-dessus? Oui, nous avons des actions que nous menons quotidiennement, tout le temps, depuis la création et la restauration du centre. Nous pratiquons beaucoup à des forums, donc à l'étranger, pour aller vendre la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers. Avec Covid et avec le changement du mode de travail qui s'est mis en place, nous faisons aussi des webinaires. Voilà, nous faisons des webinaires avec des pays que nous couvrons. J'ouvre une parenthèse pour dire que moi, je suis expert de la Delivery Unit, mais d'un service qui est ouvert que seulement depuis l'année dernière, qui est le desk anglo-saxon, qui couvre 5 pays, les États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Australie. Tout ça parce que le CPC œuvre à vraiment avoir un accompagnement très personnalisé et presque une conciergerie même pour les investisseurs. Et donc nous commençons tout doucement à avoir des desks dédiés à certains pays et nous le faisons, donc ça attire plus d'investisseurs tout simplement parce qu'ils sentent qu'ils ont quelqu'un vers qui ils peuvent aller et avoir des réponses à leurs préoccupations. Donc ça fait partie de notre stratégie aussi pour non seulement attirer mais maintenir les investisseurs. Nous avons aussi une approche aftercare. Quand l'investisseur vient, qu'il investit, on n'oublie pas. Parce qu'en cours de chemin, 5-10 ans, il a un problème. Il sait qu'il peut revenir au CPC parce que nous faisons un suivi post-investissement avec les entreprises. Et je veux aussi peut-être parler de la diaspora, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. La diaspora est une population qui nous tient à cœur. Alors au niveau du CPC, nous travaillons à avoir une banque de projets qui pourrait les intéresser, de sorte à ce que, même étant à distance, ils puissent
investir en Côte d'Ivoire. Nous travaillons aussi à avoir un accompagnement personnalisé parce qu'ils ne sont pas présents. Donc, ce n'est pas évident pour eux de pouvoir mener des actions sur le terrain à distance. Nous avons un accompagnement personnalisé et nous faisons aussi des missions spéciales diaspora. Nous avons un service dédié à la diaspora qui se déplace dans différents pays, va rencontrer notre diaspora et en relation avec nos ambassades dans ces différents pays, les agences gouvernementales présentes dans ces pays, de sorte à ce qu'ils puissent se sentir accompagnés. Merci. Alors, c'est très clair. Hein? Merci à nos panélistes. Nous avons suffisamment été édifiés, je pense, et j'espère bien aussi pour notre auditoire. Là, nous sommes à la fin de notre première partie d'interview. Et avec votre permission, est-ce qu'on peut quand même ovationner nos panélistes? Merci beaucoup. Merci. MC, je pense que, comment on fait pour la suite? Voilà, si parmi le public, s'il y a des questions éventuelles, donc on va prendre une première série de 3-4 questions. Comment ça se passe? Oui, allez-y. Vous vous présentez, vous voulez vous présenter. Et puis, vous posez votre question. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente. Je m'appelle Moïse Hassen. Je suis le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon en Tunisie. Nous ramenons une délégation de 9 entreprises et nous sommes très très heureux. Je voudrais juste vous remercier, vous solliciter vraiment l'organisation de cette première édition. Nous sommes très contents. Nous avons l'habitude de ramener des délégations pour des rencontres d'affaires, de participer à des événements en Côte d'Ivoire. Et notre chambre de commerce en Tunisie, comme nous entretenons de très bonnes relations depuis X temps, donc nous avons réalisé pas mal de projets communs. Ce que je peut-être proposer à cette occasion, comme nous sommes très contents d'être parmi vous, les entreprises, ils ont déjà leur rencontre et c'est une occasion, nous avons organisé cette mission spécialement pour cette première édition. Ce que je propose, il faut peut-être qu'on fasse des actions communes pour encourager les gens à investir en Tunisie, en Côte d'Ivoire bien évidemment, et pourtant en Tunisie. C'est des projets communs. Notre région, elle est très connue touristiquement par la région du Gabon. Je pense que tout le monde connaît Hammamet, c'est une région touristique par excellence. Nous sommes très très proches et très très amoureux. Nous sommes vraiment amoureux de votre pays. Et la preuve que nous sommes toujours là, ce n'est pas la structure de la Chambre de commerce, mais il y a toute une stratégie, et surtout dans le cadre de Comissa et de SLECA, qui va pousser encore plus, qui va encourager. Donc notre position, dans notre Gabon, nous avons des centres de formation. Nous sommes très connus dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine touristique et dans le domaine service. Alors, je ne vais pas peut-être accaparer la parole parce que c'est une occasion pour nous. Nous sommes là, les entreprises ils sont là. Le centre de formation, je pense qu'il est unique dans le domaine de l'artisanat et c'est ce qu'on appelle le centre des arts du feu. Donc il y a une possibilité à encourager les jeunes de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour venir en Tunisie dans un cadre de partenariat PPP par exemple. Pourquoi pas? Nous, en tant que secteur d'appui qui soutient et qui essaie de promouvoir les activités du secteur privé dans notre région, nous pourrons jouer le jeu en tant que... Nous avons aussi des pôles technologiques dans l'eau, l'environnement, la céramique, le verre, etc., etc. Donc là, on peut bénéficier des jeux de partenariat dans un cadre où l'intervention des deux États peut être à faire
Et nous, bien évidemment, notre rôle avec CPC, que je connais parfaitement tout le monde. Alors, je vous remercie pour cette organisation. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de pays aussi et de participants de la Tunisie et autres. Et je vous remercie et bonne continuation. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Boy, je suis en charge des questions de marketing à Soussou. Et j'ai deux questions pour nos panélistes, mais tout d'abord je vous remercie pour la pertinence de vos interventions. La première question c'est à l'endroit du monsieur qui vient du PPP, il m'excuse mais je n'ai pas retenu son nom. Alors d'entrée de jeu, il a fait savoir que l'État fait beaucoup de choses, malheureusement on n'a pas l'information. Et j'avoue qu'à travers son intervention, on a compris qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives. La question est la suivante. Quelle est donc la solution pour que la population puisse savoir davantage les bonnes choses que font l'État? Parce que parfois, on est cachés dans nos salons en train de critiquer pour rien. Et ça, c'est pas bon. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a comme solution pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. Et ma seconde question, c'est pour le professeur. Alors, la maman du CPC, dans son intervention, elle a parlé du digital, mais par contre, de votre côté, chez vous et chez M. PPV, je n'ai pas entendu la place du digital, quand on sait que c'est aussi une possibilité d'accélérer les démarches, mais aussi, en parenthèse, de protéger l'environnement en utilisant de moins en moins le papier. Donc, j'aimerais connaître la place du digital dans vos différents secteurs. Merci. Ok, d'accord. Merci bien. Est-ce qu'on a une autre question? On avait une série de 3 questions. Bonjour à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je me présente Axé Angodo Oswald et je suis cofondateur d'une marque de vêtements qui est beaucoup en rapport avec les émotions. Voilà. Donc, pour nous, les jeunes entrepreneurs qui ont décidé, parce que pour le moment, je suis dans l'informel. Voilà. En entendant parler du salon de l'investissement, j'ai voulu savoir passer du côté informel au côté formel. Pour moi, c'est d'abord, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a les impôts, il y a les taxes, mais j'ai entendu parler aussi que l'État incite les jeunes à pouvoir formaliser leur entreprise. Alors, pour ces personnes qui, personnellement, moi j'exerce dans le textile et comme j'ai été informé pour ce moment, si j'étais derrière mon téléphone en train de faire des recherches, je n'allais pas avoir ces informations. Alors je remercie le comité d'organisation pour cet événement. Voilà, ma question est la suivante. Concernant l'INIE, j'espère que j'ai bien prononcé, l'INIE, qui se charge de développer les projets à partir de l'idée. Je voudrais savoir qu'est-ce que l'organisation gagne en retour, parce que je pense que c'est une partie de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que l'organisation gagne en retour pour finaliser l'idée? Parce que financer le projet de quelqu'un entièrement à partir de l'idée, pour moi, honnêtement, ce n'était pas possible. Mais après avoir entendu, je voudrais savoir qu'est-ce que l'organisation gagne en retour en partant de l'idée à la formalisation du projet. Merci. Voilà. Bon, il y a une question. D'accord. Bonjour tout le monde. Je suis Yozike, président de la maison de l'entrepreneur. Merci à l'équipe d'organisation, à sa tête, Mme Krika. Ma question, c'est de demander à propos des partenariats publics-privés, est-ce qu'il y a un montant minimum? Si oui, on aimerait bien le savoir. Et puis, il y a eu l'impression que
les personnes, les entités les premières ciblées par ce type de partenariat sont les entités qui viennent de l'extérieur. Voilà. Donc, est-ce que les entrepreneurs ivoiriens peuvent, on va dire quoi, entamer les procédures et puis aussi avoir un partenariat public pour si oui, qu'est-ce qui est mis à leur disposition pour faciliter? Quel est l'avantage? Voilà, et puis quelles sont les conditions? Merci. Voilà. Tout ça, c'est très intéressant. Nous avons eu 4 intervenants, le DG de la Chambre de commerce et d'industrie de la Tunisie, qui a bon espoir que les relations d'affaires se créent entre ces deux pays. C'est ce que j'ai noté. Hein. Donc, nos représentants sont là. Je pense que c'est une niche d'activité qu'on peut développer avec eux. L'autre intervenant, il voulait savoir un peu, bon, il s'est adressé au PPP, mais je pense que ce n'est pas seulement le PPP. Que fait l'État pour vulgariser en réalité ces réformes? C'est ce que j'ai noté. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup, mais bon, très peu on le sait. Donc, que fait l'État? Et de façon spécifique, au niveau des PPP, peut-être du ministère, est-ce que la notion de digitalisation est prise en compte? L'autre intervenant, il voulait en savoir un peu plus sur ce que gagnent les organisations quand elles vont s'adresser à l'INIE, puisqu'il est dans les formels. Certainement, il veut passer au formel. Donc, s'il va pour développer son idée projet avec l'INIE, in fine, qu'est-ce qu'il y gagne? Et enfin, le dernier, il voudrait savoir au niveau des PPP si les nationaux sont effectivement éligibles. Ils sont éligibles, mais est-ce que véritablement on en trouve des nationaux et dans quelle mesure? Donc, ceci étant, sur la question de ce que fait l'État pour vulgariser ces réformes, est-ce qu'on peut en savoir plus? PPP, c'est à vous qui s'est adressé en premier lieu. Je m'appelle Kodé Oumar. Je m'appelle Kodé Oumar. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait pour pouvoir vulgariser ses actions? J'avoue que si on veut raisonner côté État, ça peut être compliqué. Mais en revanche, l'État a créé des structures à qui il confie des missions. À titre d'exemple, l'État a créé le CNPP et l'État nous a demandé de faire des contrats de PPP. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous on doit communiquer sur nos missions, de telle sorte que tout le monde puisse savoir ce qu'on fait. À titre d'exemple, et pour ce faire, nous, on a par exemple créé un site internet. On a un site internet qui est très dynamique. 3p www.ppp.gouv.ca. Si vous allez là-bas, vous allez avoir toutes les informations sur nous, tous les projets qui existent, etc. On est présent sur les réseaux sociaux. On a compris qu'aujourd'hui, on est dans une période des réseaux sociaux. Il faut aller communiquer là-bas. Il ne faut pas aller vers les médias classiques, tout ce qui est télé, presse, etc. Donc, on a une page Facebook, on est sur Twitter, sur Insta. Voilà. Et en plus de cela, depuis l'année dernière, on fait ce qu'on appelle le magazine PPP. Si vous circulez à Abidjan, peut-être que vous allez voir des affiches magazine PPP. Et donc chaque trimestre, on fait focus sur une thématique bien donnée. Et on fait un magazine d'une 60aine de pages en français et en anglais. On a fait par exemple un numéro sur la mobilité urbaine, les PPP et la mobilité urbaine. On a fait un autre numéro sur les PPP et la transition écologique. Parce qu'on fait actuellement beaucoup de PPP dans les énergies renouvelables. Et notre dernier numéro qui est sorti le mois dernier, c'est les PPP et les collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, on a 2-3 thèmes sur lesquels on est en train de réfléchir. Et on met ces magazines-là sur nos sites qu'on peut télécharger. Et sur nos affiches, il y a un QR code. Il suffit de s'approcher de l'affiche et de scanner. Automatiquement, vous avez le magazine en version électronique. Et donc, voilà.
Et en plus de cela, nous, on projette organiser les journées nationales des PPP. Les journées nationales, peut-être que vous avez des affiches à travers Abidjan, où on va convier tout l'écosystème des PPP d'Afrique et d'Europe pour venir faire un bilan sur les PPP. Et donc, voilà ce que nous faisons. Je pense que le CPC a fait pareil, le ministère de trucs fait pareil, etc. Mais peut-être que l'État, souvent l'État fait des affiches, l'État travaille pour vous. L'État fait des affiches, l'État travaille pour vous, on prend une thématique, peut-être souvent c'est les écoles, souvent c'est les trucs, etc. Voilà ce que moi je pourrais dire sur ça. Oui, allez. Oui, effectivement, le CPC également fait fort d'être présent sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, et aussi nous avons un très bon site web qui est mis à jour régulièrement avec toutes les informations. Au-delà de ça, on va toujours communiquer par les canaux classiques, hein, ça, on ne peut pas faire sans. Alors à cela, je pourrais ajouter qu'au-delà des informations qui sont contenues dans les sites web du ministère du Commerce en l'occurrence et des autres structures gouvernementales qui œuvrent dans le secteur de l'investissement, il y a également la participation de l'administration publique à tous les événements qui sont en lien avec l'investissement. Comme je l'ai dit dans mon propos, les promoteurs d'événements comme celui auquel nous assistons aujourd'hui nous approchent et nous, à notre direction, on accorde un intérêt particulier lorsque l'événement a un objectif de sensibilisation à l'investissement, un objectif de partager des informations pertinentes pour que les cibles puissent s'approprier cette information et agir en conséquence. Donc nous participons beaucoup à ces événements-là. C'est une tribune pour donner de l'information sur les réformes et susciter davantage d'initiatives en la matière. Donc au-delà de cet aspect, il y a également le gouvernement qui a un centre d'information gouvernementale et qui chaque semaine ou chaque mois invite un ministre ou une personnalité d'un ministère qui vient exposer sur les réformes, sur tous les nouvelles réformes, les nouvelles mesures qui sont prises de façon à informer la population. Nous réfléchissons également à d'autres mesures de communication et de sensibilisation sur toutes les réformes là. Mais pour l'instant, c'est ce qui est fait. Très bien. Non, sur ça, c'est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser les uns les autres. Nous sommes tous concernés parce qu'on peut être aussi de façon factuelle amené à croire que rien n'est fait pour vulgariser. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, on ne fait pas aussi peut-être l'effort de savoir véritablement. Mais bon, l'idée, c'est de tout faire pour que les choses s'améliorent dans ce sens. Vous voulez dire quelque chose? Oui, vous avez totalement raison. Il faut aller à l'information. Et vu que nous avons la jeunesse, c'est très bien, il faut les emmener à aller vers. Il faut aller là, il faut aller vers. Parce que le site est disponible, nous sommes sur les plateformes. Donc, nous nous attelons d'informer au fur et à mesure des réformes, des actions que nous menons au quotidien. Et donc, c'est à eux de creuser, de fouiller. Aujourd'hui, j'aime souvent leur dire qu'ils ont un peu moins droit à l'erreur que nous avec Internet. Et ils l'ont tous sur leur téléphone. Bien sûr. Voilà. Donc, vous avez l'information à portée de main. Il faut juste aller vers. Mais aussi, un point important, c'est qu'il faut savoir que ces institutions et ces agents sont là pour vous également. Donc, n'hésitez pas à passer un coup de fil et surtout même à vous déplacer. Souvent, on a un meilleur retour quand on s'est rendu sur place et qu'on a créé un lien avec un agent. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer, allez vers. Vous avez le droit à l'information. Nous sommes là pour ça. D'accord. Sur la question du digital, Manuel Yanis. Oui, je dirais que l'approche actuelle est à la dématérialisation
du Commerce, je l'ai dit à propos du guichet unique du commerce extérieur, et cela est valable aussi pour d'autres secteurs. Il y a une nouvelle direction qui a été créée depuis l'année dernière au sein du ministère du Commerce. C'est la direction du commerce électronique. C'est un aspect de l'activité économique qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mais qui n'est pas encore structuré. Donc il y a des réformes qui sont en cours, elles ne sont pas encore adoptées, mais je sais qu'au sein du ministère du Commerce, il y a des démarches qui sont en cours de façon à pouvoir adopter une stratégie nationale en matière de commerce électronique, et ce en collaboration avec le ministère qui est en charge de tout ce qui est numérique. Donc c'est une dimension qui est vraiment au cœur de l'action du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et au-delà de cette préoccupation qui est plus ou moins sur la feuille de route du ministère du Commerce, il y a aussi l'utilisation de tout ce qui est moyen de communication digitale dont font preuve toutes les structures gouvernementales pour mettre en évidence toutes les actions, toutes les mesures qui sont prises, surtout pour être en interaction avec les populations. Parce que comme l'a dit ma collègue du CPC, nous sommes là pour vous, nous travaillons pour vous, et c'est très important pour nous d'être en contact avec les cibles de façon à recueillir vos préoccupations et pouvoir leur apporter une solution idoine. Merci, merci. Alors, que gagne une entreprise d'aller vers un milieu qui est dans le formel? Alors, je voudrais faire un petit rappel avant de répondre à cette question. Il y a, je pense, c'est en 2018 que le chef de l'État a créé un ministère, c'était au départ un secrétariat d'État en charge de la promotion des PME et de la transformation de l'informel. Ce ministère-là a existé jusqu'en 2022, jusqu'au 20 avril 2022. Les attributions de ce ministère ont été rattachées au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc actuellement, les thématiques couvertes par le ministère du Commerce et de l'Industrie, en plus du commerce intérieur, commerce extérieur, de l'industrie, de la promotion des PME, il y a également l'artisanat, la transformation de l'informel, la promotion d'investissement et le développement du secteur privé. Alors à ce titre, plusieurs actions, initiatives ont été menées. Je pourrais citer les plus récentes, c'est la carte du commerçant. Nous savons que le tissu économique ivoirien est constitué, je pense, sans exagérer, à 80% de structures informelles, c'est-à-dire qui ne sont pas constituées légalement en entreprise. Donc c'est vraiment important. C'est un manque à gagner pour l'État en matière de fiscalité, de recettes fiscales, mais c'est aussi un manque à gagner pour ces structures qui sont dans l'informel parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier des mesures, des opportunités d'accompagnement qu'offrent les programmes que le gouvernement met en place. Donc la carte du commerçant, c'est une initiative pour inciter tous les opérateurs qui sont dans l'informel, qui œuvrent dans le commerce, de pouvoir se faire identifier et de profiter de certains avantages. Je sais que cette carte, il y a eu une collaboration avec une institution bancaire, je pense les Visa, donc qui leur permet soit d'emprunter avec des facilités ou d'avoir certains avantages financiers. Donc c'est une initiative parmi tant d'autres pour inciter toutes ces structures qui sont dans l'informel à se formaliser dans une démarche de gagnant-gagnant. Donc l'État arrive à structurer ce secteur économique, il arrive aussi à percevoir certaines recettes et l'opérateur économique arrive à profiter de certains avantages que l'État met à leur disposition. L'autre initiative dont je pourrais parler, c'est l'adoption du statut de l'apprenant. Nous savons que les recettes fiscales sont basées sur un cadre réglementaire, un cadre juridique qui détermine quelle structure peut être considérée comme une entreprise et en fonction de sa taille, les recettes fiscales sont déterminées. Mais pour les jeunes entrepreneurs ou pour la plupart des structures qui sont dans l'informel, il
il fallait créer un statut particulier qui allait leur permettre d'avoir une identité juridique et en même temps pouvoir profiter de certains avantages que l'État met à la disposition de ces jeunes apprenants-là. Alors, c'est ce que je pourrais dire en matière de stratégie pour susciter un peu plus d'adhésion à la formalité auprès des structures qui sont encore dans l'informel. Quant au deuxième volet de la question, qu'est-ce que l'INE peut apporter à ces jeunes, à ces entrepreneurs, ou qu'est-ce que ces entrepreneurs peuvent retirer de l'INE? Je pars du principe que l'INE est une entreprise, c'est une société d'État. Donc sa mission, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs, qu'ils soient ivoiriens ou non, mais qui œuvrent en Côte d'Ivoire, à pouvoir partir de l'idée d'entreprise à la création de l'entreprise. Donc ces services-là sont publics, ces services-là sont gratuits, ils sont là pour ça, ils sont au service de la population, des jeunes entrepreneurs. Il y a un site internet, si vous allez dans Google, tapez, vous allez voir le site internet de l'INE, il y a de l'information à ce sujet-là. Et très souvent, dans le cadre des missions de la DPISP, on travaille avec les services de l'INE et souvent ils se plaignent du fait qu'il y a des programmes qui existent, qui sont financés par des bailleurs, des partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'entrepreneurs pour qu'ils puissent les accompagner. Je vous donner un exemple de programme qui est financé, c'est le programme Amorçage, qui est financé par la banque d'investissement de la BCAO, la BITC. Donc, ce programme est circonscrit à des projets de pêche, d'élevage de tilapia et puis de culture de tomates sous serre. Et dans quelques régions de la Côte d'Ivoire, donc en dehors d'Abidjan, je rebondis un peu sur ce que ma collègue disait, on veut que les investissements puissent sortir du district d'Abidjan et s'étaler sur le territoire national. Alors, donc, les services de l'INE accompagnent des jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage de tilapia et celui de la culture sous serre de tomates. Et ce projet financé, c'est un projet parmi tant d'autres. Donc, ça pour vous dire que n'ayez pas peur de vous approcher de l'INE, n'ayez pas peur d'aller vers ces services-là et d'échanger avec eux. Tout à l'heure, au sortir, je pourrais vous donner des contacts que vous pourriez appeler pour prendre un rendez-vous, aller sur place, échanger avec eux. Et vous allez découvrir qu'il y a des mesures qui existent depuis longtemps. L'INE existe depuis les années 80. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des mesures qui existent et j'en conviens avec vous. Il n'y a pas beaucoup de communication autour de tout cela, mais c'est en train d'être corrigé progressivement. Tout est une question de ressources aussi. Quand on parle de l'administration publique, c'est un peu lourd, mais on est conscient qu'on doit faire un peu plus d'efforts au-delà de ce qu'on fait déjà pour sensibiliser autour de tous ces programmes-là. Mais je vous encourage à y aller. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer? Qu'est-ce que l'INE va retirer? C'est de pouvoir accomplir ses missions. Les missions que le gouvernement lui a confiées. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer? Vous allez avoir un appui sur, comment je pourrais dire ça, sur clarifier un peu. Parce que très souvent on a des idées, mais on sait, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas comment y parvenir, ou l'idée n'est pas assez claire. Donc, les services de l'INE vont vous aider à clarifier déjà votre idée, votre projet d'entreprise, votre idée d'entreprise, et vous orienter vers ce qui est faisable, ce qui est rentable, et ils vont pouvoir vous dire dans quelle mesure ils peuvent vous accompagner, ou vous orienter vers d'autres structures comme une PME qui, lui, une fois que vous avez décidé de créer l'entreprise, c'est auprès de CPC que vous devez aller, vous créez l'entreprise, ensuite l'entreprise est créée, vous avez besoin d'accéder à du financement, vous avez besoin de faire des connexions avec d'autres PME. En ce moment-là, Côte d'Ivoire PME entre en ligne de compte. Donc c'est vraiment une chaîne avec différents maillons qui sont là et qui ont pour mission d'aider le secteur privé à se développer parce que, je le rappelle, dans le plan national de développement 2021-2027 de la Côte d'Ivoire, donc celui qui est en cours, le troisième pilier, c'est le développement de l'investissement et du secteur privé. Et tous les projets qui sont contenus dans ce plan national de développement de la Côte d'Ivoire, qui est un document très stratégique et important pour le pays, à la fin 2023, il y a seulement 50% des projets qui sont inscrits dans ce plan national
secteur privé. Nous sommes déjà, on tend vers le 4e trimestre de 2024, le plan fini en 2025. C'est pour vous dire, il y a des projets, il y a des opportunités et il faut saisir ces éléments-là et ne pas avoir peur. On commence petit pour arriver loin. Les grandes multinationales qui existent aujourd'hui ont commencé par des TPE, très petites entreprises familiales. Ils ont commencé par une entreprise dans la cuisine familiale ou dans le sous-sol de leur maison pour finir aujourd'hui une multinationale. Et les grands pays vers lesquels on veut tendre, qu'on prend pour modèle comme le Canada ou les États-Unis, le tissu économique du Canada, par exemple, que je connais assez bien, c'est à 80% de PME, qui sont aujourd'hui des multinationales, mais ça demeure des PME. C'est toujours géré comme, je vais dire, sur les PME familiales. Donc, ils se transmettent de génération en génération. Et c'est pour vous dire la puissance du commencer par étape. Donc, je n'oserais pas dire morceau par morceau, mais c'est tout à fait l'esprit que je veux imprégner. C'est de commencer étape par étape et n'ayez pas peur de rêver. C'est en rêvant qu'on réalise. Si vous n'arrivez pas à réaliser, vous n'avez pas de vision, vous n'allez jamais commencer, vous n'allez jamais aller dans l'action. Et donc c'est important que les jeunes, les femmes, on puisse saisir cette opportunité parce que le pays en a besoin, notre économie en a besoin. Merci, madame. Alors, sur la question des PPP, les nationaux, est-ce qu'on peut en savoir juste de façon assez rapide? Ok. La première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un montant minimum pour les PPP? Il n'y a pas de montant minimal. Parce que chaque projet a son coût. Quand vous venez avec une idée projet, nous on a des financiers qui vont vous aider à faire la modélisation financière, à dire comment est-ce que ça va coûter. De telle sorte qu'on ne peut pas dire que pour un PPP, il faut au minimum tel montant. Mais c'est vrai que si on voit si des PPP d'infrastructures où il y a des ponts à construire, des universités, peut-être que ça peut vite monter. Mais peut-être que je vais vous surprendre, mais il y a des PPP où on ne veut pas 5 francs dedans. C'est-à-dire que vous venez et on fait le PPP avec vous. À titre d'exemple, il y a 2 mois de cela, on a fait des contrats PPP sur des usines de riz. Parce que l'État a construit 30 usines de riz à travers le pays pour inciter les jeunes à faire la riziculture, pour qu'on soit s'autosuffit en riz. Et donc, la décision a été prise de confier ces usines de riz à des Ivoiriens, donc ça revient le deuxième volet de la question, à des Ivoiriens qui ont la capacité. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que l'usine de riz, ça monte à des milliards. Que l'État réalise, l'État construit tout. Hein? Y compris même les véhicules pour aller prendre la récolte, tout est là. Et donc, la seule exigence, c'était de voir est-ce que la personne à qui on va confier l'usine de riz, pour qu'il puisse la faire fonctionner, est-ce que cette personne s'y connaît? Est-ce que cette personne a la capacité technique pour pouvoir... Et donc, nous, notre job sur ces contrats-là était de se rassurer que les personnes qui voulaient prendre ces usines de riz avaient la capacité. Et donc, quand ces personnes ont été identifiées, on a signé des contrats avec elles. Et je crois qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, les contrats ont été approuvés en Conseil des ministres et des personnes qui n'ont même pas mis 5 fois dans les usines de riz se retrouvent avec des usines de riz. Vous voyez? Et présentement, nous travaillons sur les infrastructures de la canne. Vous savez que l'État a construit des cités cannes. Et à Congo, l'État a construit un hôtel canne. Et donc, voici des ouvrages qui sont là, qu'on va confier à des opérateurs pour que ces personnes-là puissent gérer. Et donc, c'est des personnes qui ne vont pas mettre 5 francs là-dedans, mais qui auront un contrat, qui vont exploiter une activité, ça va générer du flux. Et sur ce flux-là, la personne va donner une partie à l'État et prendre une partie pour se rémunérer, etc., etc. Et donc, nous, on a cette particularité. En Côte d'Ivoire, on fait des PPP dans tout, et il y a tout type de PPP. Généralement, il y a un type de PPP qu'on appelle l'affermage. Dans l'affermage, généralement, on ne donne pas d'argent. On vient, l'ouvrage est là, et on te donne l'ouvrage que tu vas exploiter. C'est comme l'hôtel Ivoire. Aujourd'hui, si vous allez à Boaké, ceux qui connaissent le Rand Hôtel, l'État a rénové le Rand Hôtel, et l'État a confié l'exploitation du Rand Hôtel à un opérateur privé. Il lui a dit, tiens, tu exploites le Rand Hôtel, ça va générer des flux, et il y a une clé de répartition.
Et donc, il ne faudrait pas avoir peur, il faut venir prendre l'information, et on a des informations, et il y aura des PPP pour tout le monde. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les PPP sont portés par des sociétés de projet, que l'on appelle les SPV. C'est-à-dire que quand l'État va te donner une usine dérivée, l'État va te demander de créer ce qu'on appelle une société de projet. C'est une société de projet qui va contrôler tout le flux, tout l'argent qui existe, etc. Il ne faudrait pas que vous veniez en tant qu'individu, que vous preniez votre entreprise pour le faire. Il peut y avoir une confusion. On ne pourra plus contrôler les flux. Donc, on exige la création d'une société de projet. Dans toutes les sociétés de projet, quand vous prenez nos contrats PPP, il y a une partie où on réserve une partie des actions à des Ivoiriens. Généralement, on dit 30%. C'est-à-dire que si un investisseur étranger vient, on lui dit, bon, c'est vrai que vous avez la capacité technique, la capacité financière, mais la SPV que vous allez créer, vous allez laisser 30% d'actions aux Ivoiriens. Et nous, on communique à des personnes qui sont bien intéressées, qui veulent investir dans le secteur concerné. Et une fois de plus, on a cette particularité d'accepter aussi tout le monde. D'accepter tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse, c'est comme ça qu'on crée les opportunités. Et dans mes propos, j'ai parlé de Ecoti. Ecoti, ça parle aux Tunisiens. Ecoti, c'est une entreprise tunisienne. Les ramassages d'ordures que vous voyez, Abidjan a été divisé en deux parties. Il y a Ego et Ecoti. Ecoti, c'est une entreprise tunisienne qui a créé en Côte d'Ivoire, qui est venue nous voir, qui dit que moi, je peux faire du ramassage d'ordures. Et nous, on s'est rassuré que c'est ceux qui avaient la capacité technique et financière, on les accompagnait et ils ont eu un contrat. On s'amuse souvent à faire des mappings, à voir nos projets et voir les nationalités qui sont derrière. Et on se rend compte que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, on a la particularité de faire des affaires avec tout le monde. Avec tout le monde. Et même, il y a des PPP qu'on a fait avec les Colombiens, etc. Bien dit. Je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de ce panel. On pourrait rester là, échanger jusqu'au soir et vraiment ne pas en finir. Alors, l'organisation, avec votre permission, c'est vrai, on a parlé des séries de questions. Il faut qu'on permette aussi peut-être une dernière question. Est-ce que c'est possible? On est pris par le temps. Une dernière question. Bon, on va prendre la toute dernière question. Ok, on va prendre la toute dernière question et puis on va conclure. Alors bonjour à tous, merci pour cette belle conférence. Je suis Viateur Yapo, je suis artiste comédien. Et voilà, je m'attendais à ce regard parce que moi-même qui suis ici, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'un comédien fait dans le salon de l'investissement. Je n'ai pas encore la réponse. Vous la posez à qui, cette question? Je la pose à moi-même. Parce que je pense que ce qui me fait me poser cette question, c'est l'univers du business ici en Côte d'Ivoire. Pour ce que je sais, il y a quelques grands pays comme les États-Unis qui ont pour fer de lance la culture, qui se sont construits un nom, une hégémonie avec leur cinéma. Nous avons fait un projet qu'on appelle Série et Souris, qui raconte, ou du moins qui retrace l'histoire quotidienne d'un apprenti bakaï et de son chauffeur. Et ce projet-là a connu un franc succès. Nous avons pu travailler avec pas mal de partenaires ici en Côte d'Ivoire, des institutions, tout ça. Et nous sommes arrivés à un moment où on se dit qu'il faut pouvoir aller sur des chemins plus grands, aller sur les sensibilisations, toucher les ministères, pour qu'on ne soit pas que dans le divertissement, mais qu'on puisse allier utilité et divertissement.
Et le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'après avoir formalisé notre entreprise, la difficulté, c'est que, je pense, nos institutions ne considèrent pas le cinéma comme étant quelque chose qui puisse faire avancer le pays, pour ma part. Parce que même, je pense, dans tout ce qui a été dit dans les PPP, moi je suis content. Je suis content d'entendre ça. Et effectivement, j'ai déjà vu des affiches PPP, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire PPP. Bon, aujourd'hui, je comprends. Donc, il y a des partenariats privés-publics. Je pense que dans le process de notre projet, on se dit, même si on doit faire des campagnes, aujourd'hui, on a des projets qu'on a déposés au ministère du Transport, au ministère de la Culture. On n'a pas saisi, s'il vous plaît. Le ministère de la Culture se dit qu'il n'a pas d'argent, tu vois. Le micro, Vous voyez, et le type de campagne que nous voulons mettre en place, ce ne sont pas des campagnes qui sont liées à un ministère, mais des campagnes qui sont liées au changement de mentalité de toute la Côte d'Ivoire, sur beaucoup de thématiques comme la propriété, les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous avons une page Facebook qui cumule plus de 2 millions d'abonnés. Nous sommes suivis. On a pu sortir un peu de la Côte d'Ivoire. On sait comment le projet est accueilli. Mais vers qui nous tourner pour faire des projets qui touchent tous les Ivoiriens, mais pas seulement un partenaire qui vient pour promouvoir son projet, pas seulement... voilà. Nous, on veut grandir, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Et quand on s'adresse à certaines personnes, à des ministères, à certains organismes qui normalement devraient nous ouvrir la porte, on voit que ces portes-là restent fermées. On a fait des projets, que ce soit le ministère du tourisme, tout ça, mais ce n'est pas des choses qui passent facilement. Les banques pouvaient nous accompagner, les structures étatiques pouvaient nous accompagner, mais je me pose la question, un comédien dans le salon de l'investissement, il s'attend à quoi quand il finit ce salon? On a beaucoup de projets et la culture, normalement, devrait impacter. La culture a cette force-là d'impacter. Avec la culture, avec un seul comédien, toutes les campagnes du PPP allaient être vues plus rapidement, même en 2 semaines, avec juste quelques vidéos, quelques capsules, quelques messages. Parce que l'artiste comédien qui a accumulé 40 ans, 20 ans d'expérience et qu'il y a des personnes qui l'aiment simplement pour l'aimer, quand il vient, il dit aujourd'hui on a une structure qui fait tel projet, on appelle ça le PPP, venez, facilement les gens vont venir. Vous faites des 12 mètres carrés avec le PPP, avec la tête d'un artiste comme Go dessus, les gens ont envie de regarder d'abord cette personne là et de dire après le message. Nous sommes un vivier, mais nous ne sommes pas utilisés. Je finis par là. Il y a à peine 5 ans en arrière, quand on partait dans les cérémonies de mariage ici en Côte d'Ivoire, on voyait que les mariés allaient se changer. C'est-à-dire quand ils vont porter nos tenues traditionnelles, ils portaient des tenues qu'on appelle Ada Ada. Ada, c'est nigérian. Et ces tenues-là étaient portées pratiquement par beaucoup de mariés. Parce que c'est devenu un effet de mode. Mais cet effet de mode-là nous a été inculqué à travers leur chaîne de télé Hollywood. Que nos femmes, nos mamans regardaient ici. Donc je pense que le cinéma a sa place dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il faut nous intégrer. Nous sommes là, on a besoin de faire évoluer le pays. Merci. Merci. Donc je pense que vous-même vous avez apporté la réponse. Il a répondu à sa préoccupation. C'est vrai qu'il a répondu à sa préoccupation, mais peut-être que je voulais faire je voulais ajouter quelque chose là-dessus. D'abord, j'aimerais dire que moi je le connais bien, moi je le suis sur les réseaux sociaux. Et donc c'est très bien tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de le voir aujourd'hui en vrai. Il faut dire que le ministère de la Culture, je peux en parler parce que la ministre
que les peuples peuvent jouer dans le monde de la culture. Et donc, elle est venue au CNPP il n'y a pas très longtemps et on a eu à discuter. Elle a une grande vision de ce qu'on pourrait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Avec le ministère de la Culture, on est en train de faire la maison de l'art à Grand Bassam. À Grand Bassam, dont le financement est porté par une entreprise, un opérateur. Donc, on a fait un contrat PPP et après la réhabilitation, cette maison de des petites salles qui sont mises à la disposition des comédiens, des artistes qui vont venir faire les prestations à des prix très acceptables. Et donc c'est dit que l'État pense aussi à vous. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Je pense que nous sommes carrément à la fin. Nous sommes pris par le temps, mesdames et messieurs. Et ce panel-là, dont la thématique est Côte d'Ivoire, terre d'opportunités, nous a permis quand même de faire un balayage sur les questions de réforme, de PPP, de niche d'opportunités d'affaires. Je reste convaincu que les choses peuvent se poursuivre après la fin et que nos autorités sont disponibles, et même ils l'ont dit, les structures de l'État sont ouvertes à tout le monde. Donc, je pense que vous aurez aussi l'occasion peut-être de prendre des contacts et tout ça. Permettez que nous puissions finir. Et avec vous, moi particulièrement, j'ai été très enrichi. Merci beaucoup, mesdames, merci, messieurs. Et est-ce qu'on peut encore ovationner les participants? MC. Voilà, donc ceci étant, ça marque la fin de notre interview. Et c'est donc s'achève, mesdames et messieurs, c'est le premier panel. Je veux encore des vivas pour eux. Hein? Des vivas. Madame, vous allez venir. On va l'applaudir et nous dire du ministère du Commerce. Merci beaucoup. Monsieur du CNPP, Monsieur Omar, merci beaucoup. Merci. Et puis bien sûr, Madame du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Notre ami de Ligneux, il est où? Très bien. On aura un expert de Ligneux qui sera là. On n'oublie pas également notre modérateur, M. Sylvain Bateau. On va donc se faire un petit break, le temps de vous permettre de regarder toute cette vase d'entreprises qui y sont. On a nos amis de Antilia, de Espace, bien sûr la BNI, et derrière également une compagnie d'assurance qui est avec nous. Et sous le coup de 14 h, on va encore revenir ici pour le deuxième panel où là, l'IU aura son mot à dire sur les différentes tendances, les différentes offres et les différents accompagnements pour vous, les entrepreneurs et bien sûr les potentiels investisseurs présents. Merci d'avoir répondu présent. On se reprend tout à l'heure sous le coup de 14 h.